il a accepté de vous présenter une communication aujourd'hui parce que Thierry Galibert, donc je le présente un peu parce que vous ne connaissez pas Thierry Galibert, donc il est professeur des universités en littérature française et il appartient au laboratoire de recherche Représenter, inventer la réalité du romantisme du 16e, du 19e au 21e siècle, voilà. Ce laboratoire est à Montpellier, à l'université de Montpellier. Il a coordonné et écrit de nombreux essais, écrit des préfaces, des critiques d'ouvrages. Donc là, pour ceux qui ont envie, il y a 4 personnes dans le groupe littérature, Maï, Inji, Nadia et Chaban. Donc je vous ai photocopié les notices de Thierry. Et également donc directeur de collection Archéologie de la modernité, co-directeur de la collection Les Bulles au service universitaire depuis un certain nombre d'années maintenant. Voilà. 23 ans. 23 ans, donc voilà. Et notamment, Thierry donc, assure des ateliers thématiques pour les étudiants les plus avancés de notre structure, de notre service B2, B2+, C1. Les 3 ateliers que Thierry propose chaque année sont littérature et politique, écrivain et peintre voyageur et l'étranger dans la littérature. Et histoire de la société française. Donc il y en a 4, donc semestre 1 et semestre 2, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Et également donc spécialiste de Antonin Artaud, de la poésie de la modernité et de nombreux écrivains du Sud. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le titre, la littérature du voyage, bien que ce soit aussi sa spécialité, il vous en parlera peut-être un petit peu, mais le titre de sa communication aujourd'hui sera Langue et culture française, toujours dans cet axe littérature. Voilà. Donc merci Thierry, c'est à toi. Alors si tu veux le tableau, finalement il y en a un, peut-être qu'on peut enlever le vidéoprojecteur, parce que Thierry n'en a pas besoin, et si tu veux écrire, on a des stylos. Éventuellement. Peut-être qu'on peut enlever le vidéoprojecteur, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Éventuellement, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec un tableau, j'ai l'habitude donc d'inscrire au tableau ce avec quoi je travaille avec les étudiants, de façon à ce que cette notion d'inscription d'un mot, d'une phrase, d'une idée, cette inscription-là, elle puisse, chez l'étudiant, au fond, faire appel à ce qu'on avait appelé le développement de la culture, tel que je vais essayer de la définir avec vous, parce que je vais vous donner peut-être l'impression de revenir à l'âge de pierre. Je n'utilise pas l'informatique, j'utilise un tableau, j'utilise des textes écrits, j'en sais la littérature, donc j'utilise des textes écrits. Puis un mot que j'aborde particulièrement, c'est le mot d'intelligence quand il est rapporté à la notion d'artificialité. Donc pour moi, par exemple, si vous voulez, intelligence artificielle est en soi un non-sens. Je voudrais vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi, parce que finalement, mon métier consiste à remonter le fil de l'histoire des idées en général et en particulier de la langue, pour prendre appui sur ce que l'on appelle l'étymologie, qui constitue ce que sont effectivement les faits qui existent en sciences humaines et en sciences sociales. Nous n'avons pas d'autre point de repère en sciences humaines et en sciences sociales que les faits tels qu'ils existent dans l'étymologie et tels que, ensuite, pour un historien, par glissement sémantique, ils permettent de refléter la société dans laquelle on se trouve. Donc je vais vous donner l'impression de revenir à l'âge de pierre parce que cette notion d'intelligence, je l'ai un petit peu utilisée parce que je l'ai entendue tout à l'heure, donc je me suis dit c'est pas forcément un mauvais point d'appui. Je voudrais la relier, sans forcément quitter, sans même quitter la littérature de voyage, puisque c'est ce qui est marqué dans votre intitulé, pour que vous compreniez bien à un moment de l'histoire pourquoi la littérature de voyage a eu tant d'importance dans la littérature française. Parce que finalement, les deux sont intimement liés. Il ne peut pas y avoir de notion de voyage sans notion, comme vous l'avez dit, vous l'avez utilisé le terme d'altérité, de rapport à l'autre. Puis surtout, il ne peut pas y avoir de notion de voyage sans la confrontation entre, j'allais dire, deux espèces d'intelligence ou deux espèces de logique. Donc, autrement dit,
Il y a la vôtre, celle qui vient de votre pays d'origine, avec laquelle j'ai beaucoup de contacts, comme avec beaucoup de pays du nord de l'Afrique. Et cette littérature-là, elle se traduit généralement par ce que l'on appelle les contes et les légendes. Et les contes et les légendes, quelle que soit votre culture, ils ont une fonction qui permet... Alors, je ne vais pas noter beaucoup de mots au tableau, mais je vais quand même en marquer un. Parce qu'au moment où, au XVIe siècle, on a fait la découverte de l'Amérique en 1492, comme vous le savez, mais au moment où, au XVIe siècle, on découvre l'autre, on le découvre dans le cadre de ce qu'on appelle la colonisation. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un électrochoc fondamental en France, qui s'appelle Michel de Montaigne, XVIe siècle. Un électrochoc, je le précise souvent, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour que cette idée se développe ensuite. C'est celle d'une fausse notion telle qu'on la définit généralement, celle du bon sauvage. Bon, qui est une absurdité sémantique parce que, si vous voulez, cette notion-là, on écrit des livres là-dessus, mais la notion de bon sauvage n'a pas de sens si elle n'est pas rapportée à la réalité de ce dont on parle. Il ne peut pas y avoir de bon sauvage dans l'esprit, par exemple, de quelqu'un comme Montaigne, à partir du moment où le mauvais, celui qui représente le mal, est un Européen qui va coloniser d'autres pays et qui va utiliser contre lui des armes qui n'existent pas dans sa culture. Donc à partir de là, si vous voulez, il y a effectivement ce qu'on appelle généralement un désaxement ou un décentrement. Il y a un désaxement ou un décentrement intellectuel qui force à réfléchir à sa façon de raisonner. Et d'une certaine façon, est-ce qu'on n'est pas peut-être nous aussi, à ce moment-là, dans une espèce d'intelligence artificielle, étant précisé que donc l'aspect fondamental qui va ressortir de tout cet aspect-là, c'est qu'il va falloir définir ce que nous appelons la culture, puisque nous sommes, au XVIe siècle, du point de vue de Montaigne, des gens cultivés qui allons détruire des civilisations qui sont supposées ne pas avoir de culture. Donc quel type de rapport avons-nous à la culture ? Et en particulier, quel type de rapport la langue a-t-elle avec la culture ? Il ne peut pas y avoir de dissociation. Kant, alors pour ça que je dis je remonte à l'âge de pierre, parce que je vous parle de sauvage et puis je vous parle de vertu. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui en 2024, la notion de vertu, dans une présentation sur la langue et la culture ? Mais parce que finalement, ce mot-là, il est au cœur d'une réflexion sur la notion de raison telle qu'on la trouve à cette époque-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'intelligence rapportée à la raison et qu'est-ce que c'est que la culture rapportée à la raison. Que signifie donc être cultivé ? Oui, c'est la question que vous vous posez. Que signifie au XXIe siècle être cultivé si je le rapporte à la notion de être cultivé au XVIe siècle ? Et là, tout d'un coup, on tombe un peu des nues, ou alors vous allez tomber plus bas que terre avec mon raisonnement sur l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'en fait, aucun de ces éléments-là ne peuvent être dissociés. Aucun. Sinon, ça veut dire que la culture est exogène. Ça veut dire que la notion de culture est quelque chose de totalement dissocié. Et nous en voyons le résultat à peu près partout, et vous devez le voir aussi dans votre propre pays. La culture aujourd'hui, elle est sur YouTube, et c'est pas la peine de venir apprendre une culture en France si on peut l'apprendre sur Internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la culture au XVIe siècle ? Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que Montaigne, lorsqu'il se confronte au sauvage, et partait de l'idée que le sauvage, c'est pas quelqu'un qui vit en Amérique du Sud, puisque c'est son référent. À cette époque-là, le décentrement, il se fixe là-dessus. C'est la conquête par l'Espagne et surtout avant par le Portugal du continent sud-américain, et en particulier pour Montaigne, la découverte des habitants du Brésil. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que
Montaigne a cette particularité que non seulement il est le premier à en parler de ce sauvage, mais en plus il est le premier à l'avoir rencontré. Parce qu'il se trouve que parmi les Brésiliens qui vivaient sur ce continent à cette époque, du fait un peu de la colonisation qui va se faire progressivement, il y a 2 ou 3 Brésiliens qui sont amenés à Paris en 1672 et qui sont vus, rencontrés par le roi de France de cette époque-là. Et Montaigne conclut une chose assez extraordinaire, il dit il raisonne mieux que nous. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi il raisonne mieux que nous. Il y a même une idée qui est utilisée aujourd'hui aux États-Unis, en particulier pour dire que Montaigne est un précurseur des révolutions un peu partout dans le monde, parce qu'il aurait rapporté des propos d'un sauvage qui trouvait étonnant que les miséreux qui vivaient à cette époque-là, en France, n'étranglent pas les plus riches qu'eux. Donc la France posait ça comme si c'était Montaigne qui l'avait dit. En réalité, c'est une idée purement sauvage. Et donc, quelle est la notion, pour en venir à notre question, quelle est la notion de vertu qui s'y rapporte? C'est le fait que chez Montaigne, la notion de vertu est liée à la notion de il n'y a pas de dissociation possible. On est à une époque qui a inventé l'agriculture. À cette époque-là, l'agriculture n'existe pas telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça explique aussi en partie pourquoi nous avons aussi, dans d'autres domaines, la notion de culture qui a évolué, qui a perdu ses racines, donc qui est devenue totalement exogène. La notion de culture, elle est liée à la notion d'horticulture en particulier, à cette époque-là, c'est-à-dire cultiver son jardin. L'horticulture, ça signifie cultiver son jardin. L'agriculture, c'est cultiver un champ. Donc ça veut dire que, obligatoirement, le cultivateur, qui est donc aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'esprit, ce cultivateur-là n'utilise pas des outils de destruction. Alors aujourd'hui, on parle d'outils de destruction, mais à l'époque de Montaigne, on n'a même pas ces problèmes-là. On est loin d'avoir un tracteur. Deuxièmement, on est loin d'avoir des produits chimiques. Donc le problème ne se pose pas à ces termes. Et donc Montaigne nous explique que les sauvages qui vivent en Amérique du Sud sont un modèle pour nous parce qu'ils ont des vertus utiles. Ça veut dire que, par exemple, un fruit a des vertus utiles à partir du moment où tout le monde le comprend. Il suffit d'aller sur un marché. Si vous achetez des fruits qui sont des fruits naturels, parce qu'il faut que ce soit des fruits naturels, ils n'ont pas les caractéristiques de fruits artificiels. C'est pour ça que je dis que quand Montaigne dissocie le naturel de l'artificiel, premièrement, il ne dissocie pas de la culture, et surtout, il écrit à une époque où la notion de, artificiel qu'on rapporte aujourd'hui à l'intelligence, c'est l'opposé de vertu utile parce que naturelle. Donc, ça signifie que chez Montaigne, la notion de progrès ne prend qu'un sens, c'est le progrès ordinaire. Il appelle ça le progrès ordinaire de la nature. Il y a un progrès ordinaire et il y a un progrès artificiel. Alors évidemment, c'est assez facile de rapporter ça à d'autres textes de Montaigne dans lesquels, évidemment, au XVIe siècle, qu'est-ce que c'est qu'un progrès artificiel? C'est celui qui précisément fait que les progrès spectaculaires ont été faits dans un domaine qui est celui de l'armement, et que lorsqu'il s'agit d'aller conquérir d'autres territoires, on a un armement qui est supérieur à celui qu'ont les personnes qui vivent à cette époque-là. On leur apportera un autre fait, c'est que nous sommes au XXIe siècle, les progrès spectaculaires dans le domaine de la chirurgie, ils ont été faits en France au lendemain de la guerre de 1914-18. Ça veut dire la chirurgie esthétique ou réparatrice. Et on comprend très bien qu'au XVIe siècle, aucun moyen financier n'est mis dans les progrès de la médecine si la médecine n'est pas destinée simplement
guérir le roi ou des membres de la famille royale. Donc, la notion donc, de progrès ordinaire, elle doit nous permettre ensuite d'aller donc, de franchir un peu plus loin le cap du raisonnement pour arriver à pourquoi raisonne-t-il mieux a priori que nous. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le meilleur ami de Montaigne, qui s'appelle Étienne de la Boétie, et qui est lui de son côté l'auteur d'un livre qui est assez fondamental en France et peut-être chez nous, c'est le livre contre la servitude volontaire. Comment se fabrique la servitude volontaire? Elle se fabrique aussi du point de vue du raisonnement. Et qu'est-ce qu'il nous explique lui? Il nous dit que, bien avant Descartes, il nous dit donc que la raison est innée. La raison est innée. Descartes, un petit peu plus tard, dira que le point commun entre tous les êtres humains, c'est qu'ils sont tous capables de raisonner juste. C'est-à-dire avec justesse. C'est-à-dire d'être capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Et ça existe normalement dans tous nos pays, à partir du moment où, quel que soit, depuis l'Antiquité déjà, un membre d'un jury populaire dans un pays, donc rapporté à la notion de justice, un membre d'un jury est quelqu'un qui sait naturellement raisonner sans avoir besoin d'aller apprendre à raisonner, si vous voulez. Et donc, la confrontation entre les deux civilisations, ou la perception que Montaigne et la Boétie ont à ce moment-là, c'est de se dire, comment se fait-il qu'avec notre raisonnement à nous, nous en arrivions à ces extrémités? Et donc c'est là, si vous voulez, qu'il y a une remise en cause de la notion de culture. La culture, est-ce que c'est une culture naturelle ou est-ce que c'est une culture artificielle? Et à partir du moment où l'une n'est plus dans le prolongement du raisonnement, à partir de ce moment-là, à l'époque de Montaigne, on considère que vous avez perdu, les Occidentaux ont perdu des points de repère qui sont des points de repère moraux. Donc en fait, la notion de progrès ordinaire, elle nous conduit à la notion de vertu, à ce qu'on appelle un progrès moral. Ça, c'est un mot, l'expression de progrès moral, on la trouve beaucoup au XIXe siècle en particulier, dissociée complètement de la religion, puisque je rappelle quand même qu'il y a un lien qui fausse la notion de culture, c'est celui le lien entre le culte et la culture. Dans les deux cas, vous pouvez avoir une perception exogène de ce que c'est que le culte et la culture. Soit c'est une notion de foi, soit c'est une notion de représentation et d'artificialité complète. Donc à partir de là, la notion de progrès moral, il faut la laisser complètement du côté du point de vue de notions religieuses ou de notions de ce type. Quand je disais tout à l'heure, on utilise beaucoup le mot bon sauvage. Que veut dire bon sauvage rapporté à ce que nous avons là? Rapporté aux vertus utiles, c'est ce qui est bon pour la santé. Généralement, on a l'habitude de dissocier et d'avoir la notion de morale reliée à la notion d'éthique ou de ce que vous voudrez, mais absolument pas au travers de la notion de santé. Donc, un bon sauvage, c'est quelqu'un qui est en bonne santé et c'est quelqu'un qui a un bon raisonnement. Et en face de lui, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le mal? D'une part, c'est la maladie, étymologiquement. C'est la maladie, puis c'est le mal qu'on fait à l'autre. Et donc, on est dans les notions de valeur qui font que, dans tous les discours que l'on a, y compris d'ailleurs des missionnaires, et même surtout même des missionnaires, parce qu'il y a énormément de missionnaires qui ont voyagé, c'est la découverte que, finalement, non seulement les sauvages ne connaissent pas le péché originel, mais en plus, ils sont beaucoup plus hospitaliers que nous. On a perdu en Occident la notion d'hospitalité, et tout ça, pour quelle raison? Parce qu'ils ont un avantage sur nous, ils sont
ignorants. Ils sont ignorants. Alors, je vous laisse imaginer ce que veut dire ignorant, peut-être au regard de ce que je viens de dire jusqu'à présent. Ça n'a aujourd'hui qu'un sens péjoratif. Et en revanche, si on remonte à la philosophie de Socrate, la notion d'ignorance, au contraire, a une autre signification. Que signifie ignorant? Tout simplement, alors, dans l'approche de Montaigne en particulier, ça veut dire que les sauvages n'ont ni connaissance des lettres, c'est important ça, puisqu'on parle de littérature. Ils n'ont pas besoin de la connaissance des lettres, ils n'ont pas besoin des mathématiques, ils n'ont pas besoin de gouvernement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de commerce. Ça veut dire qu'en fait, ils ignorent proprement, ils ignorent l'existence d'autre chose que ceux qui connaissent. Donc c'est ça le mot sauvage, si vous voulez, quant au fond, pour comprendre et pouvoir l'utiliser encore aujourd'hui. Parce que si vous partez simplement du principe que le bon sauvage, il fait de mal à personne, ça n'a aucun sens, puisque chez Montaigne, d'ailleurs, de façon un peu provocatrice, le chapitre dans lequel il en parle s'appelle « Des cannibales ». Donc si vous avez des cannibales, vous ne pouvez pas avoir des références morales du point de vue de ces valeurs-là, sauf si vous voulez discuter des bienfaits du cannibalisme, si vous voulez. Donc, ce que nous avons là de fondamental, c'est ça. Ils sont ignorants, ils ignorent tout, ça veut dire qu'ils ignorent toute forme de culture. Ils n'ont pas besoin de culture pour savoir bien raisonner. Donc, on est ramené à l'idée que la raison est innée, et chez, que nous dit donc la Boétie, lui qui en parle de façon plus explicite, nous dit quel est le rôle de l'éducateur, ou quel est le rôle du, j'utiliserai moi le mot de cultivateur, c'est développer le germe de raison qu'on a en soi. Alors donc si la culture, développer germe de raison qu'on a en soi, vous voyez les mots qui sont utilisés, là ce sont des mots qui rapportent, chez Montaigne comme chez la Boétie, se rapporte toujours à la notion de cultivateur qu'on a perdu de vue, totalement perdu de vue aujourd'hui, et qui sont comment on fait fructifier en quelqu'un, non pas des connaissances. Le mot connaissance est à bannir, non pas des connaissances, mais une capacité à raisonner. Et la capacité à raisonner, elle, est déterminante, elle est fondamentale. C'est la fameuse opposition qu'on a chez Montaigne entre une tête bien faite et une tête bien pleine. D'accord? La tête bien pleine, c'est la mauvaise culture. Encore qu'il faut préciser que le contre-référent s'appelle Rabelais à la même époque, qui veut que Gargantua soit pleine d'un abîme de science, mais qu'en réalité, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de conscience, c'est-à-dire là aussi de raison. Donc s'il n'y a pas ça à la base de tout, vous ne pouvez pas être dans une situation prétendre que vous êtes cultivé. La notion de culture n'existe pas. Elle est balayée. Et c'est pour ça que je voulais juste insister sur le fait que le positionnement à un moment de l'histoire où ça paraît beaucoup plus évident que ça ne l'est aujourd'hui par la force des choses, puisque progressivement nos cultures ont tendance à s'uniformiser, et où donc nous n'avons plus le point de repère originel qui fait qu'un penseur, un philosophe, s'interroge tout seul dans sa tour, en face de lui-même, à la lecture d'un certain nombre de livres, et se dit « Où en sommes-nous arrivés ?» Un seul au XVIe siècle, un seul dans toute l'Europe, avec une influence simplement à partir du XVIIIe siècle. Et à partir de là, effectivement, la notion de culture va être reprise sur cette base-là, mais aujourd'hui, elle a complètement dérivé. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la culture ne peut être qu'un outil, la notion de culture ne peut être qu'un outil qui permet de développer sa capacité à réfléchir. Ça veut dire donc qu'il faut clarifier, non plus simplement maintenant, simplement le mot intelligence. Ça veut dire qu'il faut
il faut raisonner en fonction de la notion de compréhension qui est ce qui vous occupe forcément tous les jours quand vous avez des étudiants en face de vous. Compréhension, ça veut dire apprendre, s'approprier un savoir, mais pas pour l'utiliser au travers de sa mémoire. Le pire des organes, pour Montaigne, c'est la mémoire. Comme chez Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, c'est la même chose. C'est la mémoire. C'est pas la mémoire. C'est là que les choses sont faussées, si vous voulez, au travers de la notion de culture. C'est que soit la culture est un outil de la raison, soit elle n'est rien. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de livres, je terminerai là-dessus d'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur les rapports à l'altérité qui commencent par cette évidence que en Europe, au début du XXe siècle, le nazisme est né chez l'un des peuples les plus cultivés au monde. Voilà, je réponds à vos questions si vous voulez. Merci.